Bienvenue à tous pour cette 15e édition donc, sur les lives de Café Maker. Donc, je rappelle, les lives sont ouverts à tous. La thématique est ouverte sur un peu toutes les thématiques. Et aujourd'hui, au fait, on reçoit quelqu'un de très spécial pour ceux qui le connaissent ou pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais Xavier a travaillé chez Decat à une époque et il a fait, je crois, le premier ou le deuxième Café Maker en live déjà. Donc, c'est son deuxième live qu'il nous fait. Et il nous vient pour nous présenter du coup de la fabrication artisanale de musique électronique, d'instruments de musique électronique, un projet qui apparemment il a lancé en 2017, mais il sera vachement plus calé que moi pour vous présenter ce qui est fait. Du coup, Xavier, je te passe la parole. Merci à toi en tout cas. Cool, merci Antoine, et puis bienvenue. Content de vous voir toutes et tous. Je connais à peu près la moitié, exactement la moitié des gens qui sont dans cette chatroom, puisque j'ai bossé avec Lucie et Antoine, et j'étais chez Decathlon entre 2017 et 2021 sur plutôt de la R&D pour les sports de glisse urbaine, skate roller, trottinette. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la fabrication de machines musicales, quoi, pour rester vaste sur le sujet. Et j'ai quitté Decat début 2021 pour créer mon studio de design qui s'appelle Monstre, inspiré évidemment des monstres de Decat. On travaille sur du prototypage. Au début, on faisait ça. Maintenant, on s'oriente de plus en plus vers les low-tech, sachant qu'avec voilà, toute l'actualité sur les contraintes en énergie, la frugalité, les low-tech, on le vend en poupe en ce moment, que ce soit auprès des entreprises et des collectivités. Et donc, c'est comme ça qu'on se positionne, comme des experts, en tout cas des accompagnants de projets low-tech au service des entreprises et des collectivités. Voilà. Donc ça, c'est mon activité qui m'occupe à 50% de mon temps, on va dire. Et l'autre consiste à fabriquer des instruments de musique, à la base de manière très amateur, et aujourd'hui de moins en moins, puisque j'ai mes premières commandes pour des vrais artistes. Donc ça se professionnalise, et ça prend 50% de mon temps, du coup. Et ce que je vais faire là, rapidement, c'est vous montrer, faire un focus sur les techniques que j'utilise sur les machines, quels matériaux j'utilise, quelles techniques, quels outils, et dans quel but. Voilà. Tout a commencé en 2017 quand je souhaitais sortir un album tout seul. Je joue de la guitare principalement et aussi du piano et un petit peu de batterie. Et je voulais créer un album plutôt de blues avec ces instruments. Mais n'aimant pas passer beaucoup de temps forcément sur l'ordinateur, je voulais pouvoir tout faire en même temps, un peu comme un homme orchestre, quoi. Sauf que des batteries au pied qui s'activent juste avec les pieds, ça coûte très très cher. Les vraies, qui sont faites pour ça. Et donc du coup, j'ai commencé à essayer de trouver une solution pour avoir une batterie au pied pendant que je jouais de la guitare et que je faisais de l'harmonica ou des trucs comme ça, quoi. Et donc j'ai découvert qu'il était extrêmement simple de générer des sonorités de batterie avec l'ordinateur et de les activer avec des boutons, par exemple des vieux boutons d'arcade, comme ça. Et que l'interface entre ce bouton-là et le son qui sort, finalement, c'est juste l'ordinateur, un logiciel, par exemple Ableton, qui permet de créer de la musique. Et entre les deux, un Arduino, donc un microcontrôleur open source. N'étant pas électronicien ni développeur de formation, j'ai mis beaucoup de temps à créer quelque chose qui fonctionne dans la peine, dans l'effort. C'était compliqué. Mais je savais qu'une fois que j'aurais développé mon système, je serais tranquille pour le reste de ma vie, de ma carrière en tout cas. Et ça, tu l'as fait de chez toi ou tu l'as fait déjà dans un Fab Lab ou de chez nous, donc de chez Decat. Ouais, entre midi et 2 ou le soir. Dans l'ancien atelier du Booster, là, qui est au niveau de l'AdLab aujourd'hui, je crois. Surtout dans la partie découpe laser, en fait. Et après, si l'électronique, je faisais quand même chez moi. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que ces boutons-là, je les ai placés sous des chaussures que j'ai trouvées dans des brocantes, des boots, dessous, sous la semelle. Et donc, du coup, en appuyant comme ça sur les chaussures, je pouvais
lancer une grosse caisse de batterie ou une cymbale ou des clappements de main et puis vraiment pouvoir exploiter les sonorités que je voulais, quoi. Donc c'est parti de là. Et après, je me suis dit, en fait, c'est marrant, ces boutons-là, je peux les mettre un peu partout. Je peux détourner des objets, les modifier. Mais ce qui me manque, c'est un peu cette plateforme centrale qui me permet de relier tous mes objets, tous mes jouets, on va dire, avec l'ordinateur. Et donc, du coup, je commençais à travailler là-dessus. Ça, c'est le premier prototype que j'ai fait à Decat, qui est un boîtier avec plein d'entrées jack. Et donc, il y a une partie là qui est reliée à l'ordinateur. Et le jack est relié à ces boutons que je vous ai montrés, donc soit des boutons on-off, soit des potentiomètres qui varient de 0 à 100%, permettent de faire varier des valeurs et de manipuler du coup tout type de son. Donc ça, c'est mon premier proto tout dégoûtant, qui marchait pas trop bien, parce que il fallait rentrer un peu dans le détail du code et de l'électronique pour que ça soit stable. Et bref, c'est un peu ma quête, quoi, d'avoir ce boîtier un peu modulaire qui me permet de pouvoir faire évoluer en fait mon système son en fonction du temps, quoi. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique, donc à vouloir gérer en même temps des boîtes à rythme, des synthétiseurs basses, aigus, des samples de voix, enfin, tout ce qui permet de faire de la musique qu'on appelle électronique très généralement, quoi. Et je suis arrivé du coup dans cet atelier ici, dans le parc de la Villette, qui s'appelle les Villette Makers, et qui réunit plein d'artisans, d'artistes, designers, architectes, etc. Il y avait aussi des personnes et aussi des électroniciens, des gens qui fabriquaient leur instrument de musique électronique. Donc donc ils m'ont aidé en fait. En tout cas, ils m'ont donné les pistes pour réussir à faire mon truc, notamment à créer mon premier PCB, donc mon circuit imprimé. Donc ce qu'on voit ici, là j'ai juste à brancher en fait un Arduino au-dessus. Donc c'est un Arduino qui est relié ici normalement à 2 multiplexeurs, qui permet de multiplier en fait le nombre d'entrées possibles qu'on peut mettre dans la machine, en l'occurrence 32. Donc sur un petit circuit imprimé comme ça, qui normalement accepte que 9 ou 10 entrées, donc de type bouton, potentiomètre et tout, je suis passé à 32. Et ce qui me permet de brancher cette fois le bouton que je vous ai montré avec ce petit câble. Donc de la modularité en fait dans l'électronique finalement, comme on en voit beaucoup sur plein de trucs, quoi. Voilà. Et ensuite, je l'ai fait évoluer. La dernière version, c'est celle-ci, un peu plus carré, un peu plus costaud, et percé régulièrement, pas n'importe comment. Ça, c'est un système modulaire qui s'appelle Open Structure, dont je vais vous parler juste après. Donc ça, c'est fabriqué à Villette Makers. La plaquette, tout l'électronique là, que tu as montré, là, la plaquette, le circuit imprimé, il est fabriqué dans le Fab Lab de la Villette Maker. J'adorerais dire oui. Ah. Mais non, c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué. Okay. Ouais, j'ai pas encore réussi à le faire en France, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est juste que c'était mon premier prototype. Ça coûtait 5 euros, 2 euros à faire. J'en ai fabriqué 20. Donc là, j'ai un stock de 2 fois 20, donc j'ai un stock de 40 trucs comme ça à épuiser. Puis après, j'essaierai de le faire en France. Mais donc ça, c'est le premier prototype. En fait, il fonctionnait, donc c'est devenu un produit que j'ai vendu. Et pareil, deuxième prototype qui fonctionne aussi direct. Donc j'en ai fait un produit que je vends. Voilà. Ensuite, sur les machines, je travaille aussi sur la modularité plutôt physique de la boîte. Parce qu'en fait, du coup, sur l'ordinateur, je peux générer toutes sortes de rythmiques de batterie, de cymbales, de séquences de basse, de voix, etc. Mais l'ordinateur est assez froid, donc c'est ça qui est intéressant, c'est pouvoir manipuler le son avec des gros boutons, quoi. Comme des vieux synthés, en fait. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé à créer des machines qui avaient à chaque fois un usage spécifique. Et ce que je vais vous montrer, c'est des machines qui sont démontées parce qu'en fait, je les réemploie à chaque fois, quoi. Dès que j'ai fait une première version, quand je passe à la deuxième, je vais démonter tous les composants, la carte électronique, et je vais passer sur une deuxième version, du coup. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de trucs démontés. Donc, ça, c'était une première boîte à rythme, batterie, donc avec ici un séquenceur qui permet de générer les rythmes de batterie et des contrôles sur chacune de ces sonorités, donc grosse caisse, cymbale, clap ou caisse claire. Et en fait, ce qu'on voit derrière, c'est des rails qui permettent de venir glisser cette plaque. Elle est découpée, c'est du PMMA, donc du plexiglas, découpé à la laser, puis peint avec la peinture effet martelé gris, puis gravé. Donc la sérigraphie qu'on voit en fait, c'est la gravure.
de la découpe laser. Donc, ça, c'est une machine qui est fabriquée dans un Fab Lab, grâce à un Fab Lab, avec un outil qui est du coup la découpe laser. Mais je trouvais que ça manquait de modularité parce que, en tant que musicien, l'environnement de travail évolue beaucoup. En fait, on a envie de telle batterie ou de telle basse. Après, le besoin change. Donc, s'acheter à chaque fois une nouvelle machine ou de fabriquer une nouvelle machine, c'est un peu, ça prend du temps, ça coûte cher. Ça prend de la place. Donc, c'était aussi ça un peu l'idée, c'est d'avoir quelque chose de modulaire et évolutif facilement. Donc, ma deuxième, bon, je passe les étapes. Juste par rapport à les enregistrements de cymbales et tout ça, c'est quoi? C'est toi qui enregistres ou c'est un truc que tu as chopé sur. C'est ce que tu veux, en fait. Soit tu enregistres des enregistrements qui sont bien faits par des pros, dans des bons studios. Ouais. Ça, tu en trouves partout, gratos. Soit tu les fais toi-même, soit tu les synthétises à partir de synthétiseurs. Donc, tu vas prendre un synthétiseur et tu vas venir faire du design sonore pour aller générer ton son de cymbale synthétique qui correspond à ce dont tu as besoin. Et j'ai un mélange de tout ça, moi. Tu as un mélange de tout ça? Ouais, j'ai un mélange de tout ça. Ça dépend, en fait. Et puis, ça évolue. Ouais. Mon son de grosse caisse, par exemple, c'est un synthétiseur qui le génère. Alors que mon son de cymbale, c'est un enregistrement sonore physique que je modifie un peu. Voilà. Donc là, on a une deuxième version, cette fois-ci, qui est modulaire et évolutive, qui est basée sur un truc qui s'appelle Open Structure. Open Structure, c'est un projet belge d'un designer qui a une dizaine d'années, enfin, le projet, hein, pas le designer, qui travaille sur la modularité, du coup, et l'évolutivité, et qui a dessiné cette grille de conception. Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau chez vous. Ouais, c'est bon. Et donc, c'est des blocs de 4 cm par 4 cm. C'est une grille de conception comme des mécanos ou des Lego qui a été créée plutôt pour faire des trucs grandeur nature. Donc, c'est des mécanos pour adultes, on va dire. Open source. Et les règles, c'est juste qu'il faut percer tous les 2 cm, couper tous les 2 cm, utiliser tel diamètre et tel vis, M5, M10, etc. Et si on respecte tous ces règles-là, pour l'aménagement intérieur ou pour plein de projets, on se retrouve avec une sorte de base d'objets interchangeables, modifiables entre eux et donc adaptables, facilement réparables, etc. Donc, il y a plein d'objets qui ont été fabriqués dans ce sens-là. Il y a tout un travail aujourd'hui sur la scénographie dans le monde de la culture, aussi en modulaire, pour qu'on puisse toujours tout réemployer et pas juste tout jeter et tout fabriquer. Bref. Donc, moi, je me suis basé là-dessus. C'est le premier contrôleur synthé, on va dire, qui est sous le format Open Structure. Donc, on voit des blocs. Et donc, à la base, c'est ça. Donc, c'est des petits blocs de plastique qui sont découpés, entaillés de chaque côté, de telle sorte à ce que quand je les empile en mode puzzle, ça forme un petit cercle au milieu dans lequel je passe la vis. Et donc, tout tient comme ça. Voilà. Et donc, j'ai des blocs. Chaque bloc a une fonction, quoi. Donc, j'ai des petits potentiomètres, j'ai des boutons, j'ai des faders. Donc, ça me permet de faire varier une valeur de 0 à 100%. Il y a aussi des joysticks, un peu comme sur les consoles. Bref, et donc ce qui m'intéressait aussi. Si demain tu veux, je te coupe, hein, mais si demain tu veux enlever le joystick et remplacer par un bouton, c'est ce que tu as dit. Tu dévisses, tu enlèves le petit module et tu remets un autre, quoi. Ouais, bah, typiquement, là, ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de réaliser une commande pour un artiste. Et en fait, j'ai pas le temps. Il a un concert dans une semaine. Donc, j'ai pas le temps de tout refabriquer. Donc, je suis en train de démonter celle-là. On le voit d'ailleurs, elle est complètement démontée, quoi. Et donc là, il y a les petits blocs que j'ai déjà dévissés et que je vais pouvoir tout enlever, débrancher ici, parce que c'est juste branché sur ma plaque. Refaire les petits modules, tout rebrancher et lui envoyer, quoi. Donc finalement, il va me falloir que quelques heures pour fabriquer sa machine. Parce que je l'utilise un truc. Les petits modules, tu les fabriques toi-même, Xav? Pardon? Les petits modules, tu les fabriques toi-même en 3D? Ouais. Non. Okay. C'est de la découpe laser. Ah, ok. Donc, c'est du PMMA transparent qui est, là, on voit le côté un peu cramé de la laser, qui vient de la Réserve des Arts, qui est un énorme entrepôt à Paris, qui récupère tous les déchets, on va dire, de l'industrie de la culture. Donc, dès qu'ils démontent une scénographie, un décor de théâtre, des costumes, des outils pour le cinéma, bref, tout. Ils vont tout désassembler, enlever tous les clous, toutes les vis et tout. Et du coup, tu te retrouves avec des stocks de bois, de plastique, de textile à un prix défiant toute concurrence.
puisque ça marche au don, en fait. Caverne Donc, d'Alibaba. c'est les théâtres et tout qui font des dons. Ouais, c'est incroyable. Donc moi, je commence toujours mes projets là-bas, en fait. Je pars de la matière, parce que vraiment, mon axe de conception, c'est de faire avec de l'existant, donc de jamais acheter neuf. À part la carte électronique qui est neuve, rien n'est. Et les potentiomètres, forcément, c'est assez compliqué de trouver les bonnes valeurs de potentiomètres en réemploi. Et les câbles, enfin tout ce qui est électronique et visserie, c'est neuf. Tout ce qui est boîtier, donc tout ce que vous voyez là, et aussi les boutons, hein, c'est du réemploi. Donc là, je peux vous faire juste un focus sur les boutons, parce que c'est un truc sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Donc à la base, les boutons de potentiomètre, c'est le genre de truc hyper chiant à acheter, parce que il n'y en a pas beaucoup, différents. C'est en plastique, vierge, ça vient de Chine, c'est fabriqué en masse, et donc on a très peu de choix et ça coûte un peu cher. Et je me demandais comment les fabriquer moi-même dans un Fab Lab. Et je suis parti sur ma technologie préférée, qui est la découpe laser. Vous l'avez compris, parce que c'est hyper simple. Et c'est très facilement reproductible, mine de rien. Et donc, je découpe dans du PMMA de 9 mm d'épaisseur. Donc, ça fait un gros truc comme ça. Puis, je le peins. Donc, en fonction de mon identité graphique, j'ai plusieurs couleurs, plusieurs boutons différents. J'ai fait plein de tests, des jaunes. Et c'est ce que j'utilise. Et je peux très facilement donner mon design en fait, de contour, en fait, un certain grip autour du bouton de potentiomètre, et plus ou moins petit en fonction de si on veut aller vite ou pas, si on veut de la précision ou de la vitesse quand on tourne le bouton. Donc voilà, et ça j'ai envie de creuser. J'aimerais bien apprendre à fabriquer mes propres potentiomètres. C'est encore un step au-dessus, mais je pense que c'est faisable et qu'il y a un possible champ d'exploration là-dessus. Il y a plein de possibilités, quoi. Donc là, je vous ai montré une machine. En fait, j'en ai 5. Et ça, c'est un de mes business models pour financer ce projet-là. C'est que mes machines, je ne les vends pas forcément. Donc ça, c'est un gros mixeur qui me permet de gérer toutes les pistes, batterie, machin et tout, de régler le tempo ici, play, pause, enregistrer, des effets, reverb, machin, master. J'ai un peu tout là-dessus. Ça s'appelle Chef. Et ça, par contre, moi, j'y connais pas grand-chose en ça, mais une boîte à rythme, ça fait pas ça. En fait, on a plein de Ou différentes. une boîte avec les boutons là, où tu peux dire tel bouton c'est égal à ça, tel bouton c'est égal à ça, mais tu n'as pas un équivalent de sur toi ce que tu fais, en fait. Ça, c'est Si, il y en a, il y en a. En fait, s'il y en a, à la limite. c'est juste En que fait, c'est fabriqué industriellement. ouais, en fait, non, on va dire que tu as deux grandes catégories. Tu as plusieurs grandes catégories dans les instruments de musique électronique. Tu as ce qu'on appelle l'analogique, le numérique et le MIDI, en fait. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est ça. L'analogique, c'est les premiers synthés. Tu mettais des résistances, plein de composants à droite à gauche, et ça, électriquement, ça te générait des sons. Donc, tous les vieux synthés. Ensuite, le numérique est arrivé. On a commencé à digitaliser, à pouvoir enregistrer des samples, par exemple. Il y a plein de machines numériques qui sont arrivées. Et là, aujourd'hui, ce dont moi je parle, c'est encore un truc différent. C'est ni l'un ni l'autre. C'est exploiter au maximum l'ordinateur, qui lui génère tous les sons. Et ce que moi je construis, c'est des surfaces de contrôle. Ça s'appelle des contrôleurs, en fait. Et ça existe déjà, de manière industrielle depuis le début. Donc, voilà, tu en as plein, quoi, sur le marché, qui permettent pas forcément de faire ça, parce que je trouve qu'il y a certaines machines que j'ai développées qui n'existent pas forcément sous cette même forme. Parce que là, le mixeur que je viens de vous montrer, des mixeurs, il y en a plein, quoi. Par contre, ça, cette boîte à rythme, ça, pour le coup, c'est une boîte à rythme. Donc, en dessous, on voit les séquences. Le bleu, c'est la grosse caisse. Le rouge, c'est la caisse claire. Orange, cymbale. Blanc, cymbale. Et donc, j'ai à chaque fois associé les différents paramètres de contrôle de chacune de ces sonorités. Ça, pour le coup, ça n'existe pas sous cette forme-là. Et c'est ça qui est bien avec ce système modulaire, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Là, je suis en train de fabriquer un synthé en ce moment qui me permet de générer des séquences de percussion qui se transforment en synthétiseur basse. C'est vraiment le truc de tu fais exactement ce que tu veux, quoi. Tu pourrais avoir des trucs avec des micros où quand tu parles, ça te change ta voix au niveau de Batman, par exemple. Salut Guillaume. Je parle de conception modulaire. Voilà. Et donc, non, ça n'existe pas exactement sous cette forme. Tu peux trouver des contrôleurs artisanaux. Et la différence que j'ai, moi, sur mon truc, c'est que c'est évolutif et donc tu as ces blocs qui se déplacent, que tu peux faire évoluer. Voilà. Donc, ça, c'est la principale singularité de mon projet. C'est ça. C'est le Fairphone de la.
Ouais, Comme ça, tu remplaces un module. c'est ça. Et par contre, alors du coup, derrière, qui gère le côté numérique? Du coup, quand tu branches ton truc sur l'ordinateur, tu disais, il y a un logiciel qui fait ça, tout ça? Enfin, Ouais, quand tu vends ça à un musicien, le musicien, après, il se débrouille, il branche ça sur son PC et... ouais. Mais alors, il y a un truc qui est super pratique, en fait, c'est que tu vas créer sur ton logiciel son tes sonorités. Et tu as un milliard de paramètres que tu peux modifier. Le volume, est-ce que ça va à droite ou à gauche, des effets, bref, plein de trucs. Et il y a une fonctionnalité hyper pratique sur les logiciels, ça s'appelle le mapping. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en mode mapping. Donc, tout ton écran va devenir bleu. Et dès que tu vas toucher avec ta souris un paramètre, par exemple le volume, tu n'as plus qu'à tourner physiquement le bouton et il fait l'association entre les deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle le mapping MIDI. Et c'est du coup super simple. Donc, par exemple, sur cette machine-là, je vais aller sur mon ordi, je vais cliquer volume de la grosse caisse, je vais bouger ça et il va associer les deux. Voilà. Et c'est tout. Donc, effectivement, quand je bosse avec un artiste, en général, il utilise le même logiciel que moi, qui s'appelle Ableton, qui est majoritairement utilisé. C'est un peu comme si tu comparais Illustrator avec un autre logiciel de 2D, quoi. Donc, c'est vraiment le hégémonique comme truc. C'est un logiciel qui est hyper modulaire, très ouvert, parce que tu peux coder aussi des trucs toi-même dedans. Bref. Et tout le monde l'utilise, tout le monde le connaît bien. Donc, en général, quand je bosse avec un artiste, il bosse dessus. Et c'est assez simple de dialoguer, quoi, parce qu'ils connaissent le logiciel, etc. Donc voilà, j'ai commencé à faire ces machines-là. Mon business model, c'est d'animer des ateliers pédagogiques où tu apprends à créer de la musique électronique grâce à mes machines, parce qu'elles sont simplifiées, en fait. Il n'y a pas de fonction cachée, de sous-fonction cachée, il n'y a pas de tricks à connaître, de tapis sur Shift, puis ensuite machin. Ce que tu vois sur la machine, c'est ce qu'il joue, c'est ce que tu entends. Donc c'est hyper simple. Si bien que je peux organiser je déploie mes 5 machines, batterie, percussion, synthé basse, synthé aigu. Je les mets sur des grosses enceintes et donc du coup, le grand public vient et joue avec mes machines pendant que moi je fais un peu le chef d'orchestre et j'essaie de diriger le truc. Donc ça, Oui, c'est... ils jouent avec, mais ils ne fabriquent pas. Enfin, par contre, ils jouent, c'est ça, ils apprennent. Ils jouent Ils juste. jouent, ouais. Okay. Ça, c'est En mon mode premier simple. business model, qui est les ateliers pédagogiques, médiation culturelle, quoi, autour de la musique électronique. Et vu que je suis dans le parc de la Villette, à côté de la Cité des Sciences, de la Philharmonie de Paris, du Conservatoire, il y a plein d'acteurs en fait que ça intéresse, donc c'est cool d'être là pour ça. Donc voilà, en prévision, là, c'est participer à des festivals. Il y en a 2 qui sont programmés cette année, où je vais déployer mes machines et les gens vont jouer avec. Donc tu te retrouves en fait musicien, performeur, alors que tu as l'habitude d'être plutôt un spectateur. Il y a ça, il y a effectivement l'atelier pour apprendre à fabriquer sa propre machine, qui est un autre business model que je vais commencer cette année en collaboration avec des écoles d'ingénieurs. Parce que quand tu es ingé, en tout cas, tu as une école en particulier à Paris, il y a un cursus qui s'appelle Culture Maker. Super. Et parfait. en fait, ils m'ont contacté pour donner des cours d'Arduino et je leur ai dit ouais, pas de problème. Et c'est un peu un cheval de Troie parce que je suis incapable de donner des cours d'Arduino, mais je leur ai dit par contre, je peux vous faire un cours. On apprend à fabriquer un synthé. Ils ont dit oui. Donc l'idée, c'est de construire tout ce programme pédagogique. Et c'est pas une école de musique, c'est pas une école d'ingénieur du son ou... Non, c'est une école d'ingé généraliste. Okay. Mais par contre, ce que je vais leur apprendre, c'est comment est-ce qu'à partir de déchets que tu trouves à la déchetterie ou dans une recyclerie, tu arrives à faire un synthé avec les outils du Fab Lab. C'est ça, moi, le sujet qui m'intéresse. Yes. Et c'est vrai que les écoles aussi, les écoles d'ingénieurs du son, ça peut être intéressant aussi. Ouais, grave. Absolument. Okay. Ouais, les centres de formation, tout ce qui est CPF aussi pour tous les ingénieurs en conversion ou les musiciens en conversion. Ça, c'est des trucs qu'il faut que j'arrive à aborder. Voilà, il y a ça. Et puis sinon, une autre activité consiste à fabriquer des machines sur mesure pour des artistes. Et donc ça, c'est mon 3e ou 4e business model. Et le dernier, beaucoup plus exploratoire, c'est que du coup, j'ai commencé à bosser là-dessus, à faire ces grosses machines qui sont très sympas. En revanche, je trouve qu'elles prennent un peu de place. Et
Et maintenant, je m'intéresse à la place que prennent ces machines dans leur environnement, à savoir plutôt les apparts, en fait, tout simplement. Parce que la musique électronique se démocratise, les outils de musique électronique se démocratisent. Il n'a jamais été aussi simple d'en pratiquer, d'en jouer. Et donc, on se retrouve à avoir des studios, des mini-studios dans les salons ou dans les chambres, en fait. Et ça prend de la place et ça coûte cher. Donc, moi, je bosse là-dessus. C'est un projet qui s'appelle Machines non conventionnelles. Et où mon objectif, c'est de trouver des nouvelles manières d'occuper l'espace sans prendre de place dans l'appartement, sans faire de concessions sur le confort de jeu. Parce que la réponse aujourd'hui du marché, c'est de faire des machines de plus en plus compactes, où vraiment tu joues comme ça, quoi. Tu as à peine la place de passer tes doigts entre des potentiomètres, ce que je trouve dommage. Alors qu'avant, on avait des belles grosses machines. Donc, mais on n'a pas de place. Donc, tu vois, tout ça, tension, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce nouveau projet s'appelle Machine non conventionnelle. C'est un travail de recherche libre, autofinancé, comme tout ce que je fais. Donc, ça veut dire sans contrainte, sans commanditaire, sans budget, forcément. Mais avec des échéances qui sont notamment une exposition que j'organise normalement en septembre à la Villette, autour du sujet. Donc, il faut que je fabrique des machines d'ici là qui répondent à ce besoin-là. Donc, ce sera pendant un festival, normalement. Je vous en parlerai. Et donc, concrètement, ça prend la forme de tableau aujourd'hui, ces machines non conventionnelles. J'en ai une ici, celle que j'ai fait en décembre. Et donc, ce qui m'intéressait aussi là-dessus, c'est un truc hyper fin. Je ne sais pas si on voit. Tiens, j'arrête sur le côté. C'est ça l'épaisseur, c'est 4 cm. Il y a un clavier et tout un tas de contrôles au-dessus, toujours en mode modulaire. Donc, c'est une grille. Ici, on ne la voit pas. Mais derrière, j'ai pu travailler mon interface. Donc, chaque petit bloc a sa fonction. C'est très personnel. Hein. Ça, c'est vraiment mon interprétation de ce que je voulais. Et donc, j'ai ce clavier ici qui vient se mettre à la verticale. Donc, quand tu es sur le... C'est un tableau, en fait, qui est dans ton salon, mais tu peux le déployer en mode vrai synthé, quoi. Voilà, et tu le branches juste à ton ordi avec cette prise qui est sur le côté. Et après, tu mets un casque ou des enceintes. Voilà. Donc, il y a ça. J'étais passé par plusieurs protos avant. J'avais bossé sur d'autres cadres avec plutôt du papier découpé, un peu à la Matisse. Je trouvais ça marrant en fait, de travailler aussi d'autres manières de faire des interfaces, parce que là, je vous ai montré de la découpe laser. Bah, c'est un truc hyper high-tech, mine de rien, la découpe laser. Enfin, on n'en a pas partout, quoi. Il faut être dans un Fab Lab. Et ce qui m'intéressait là, sur ces autres machines aussi, c'est de limite pouvoir les fabriquer avec une scie et une perceuse. Une scie manuelle et une perceuse. Ce qui est le cas de celle-là, parce que je l'ai fait chez mes parents. Et j'ai littéralement utilisé qu'une scie et une perceuse pour faire tout ça. Et ça se fait, quoi. Juste un peu de patience. Yes. Et ça reste évolutif, contrairement à mes anciens tableaux. Donc, à chaque fois, je pars dans cette quête d'avoir un truc que je vais pouvoir faire évoluer, parce que ce truc-là, mine de rien, moi, je suis un peu déçu parce qu'il est mon doigt. Voilà. Le tableau que j'ai fait, c'est de la peinture et je le trouve super moche. Je me suis planté, quoi. Je le trouve pas beau, alors que c'est censé être un tableau dans mon salon. Donc là, je vais en refaire un. Je vais refaire une version, mais j'ai juste à décoller la toile, à refaire une autre interface graphique, à la reposer dessus, et ça va me coûter que quelques euros. Tu vois. Donc c'est aussi ça le principe, c'est toujours de pouvoir faire évoluer les machines, d'avoir tout un écosystème en fait d'objets qui fonctionnent ensemble. Là, je vais envoyer des machines à des artistes. Bah, le jour où ils ont un problème ou que je veux faire évoluer leur truc, je leur envoie juste les petits blocs, tu vois, comme ça. Donc ça, c'est cool. Voilà. Canon. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est très clair, en tout cas. Tu dis, Antoine, comme je fais un petit peu d'aide. Enfin, on a eu un travail sur l'Arduino au niveau des makers, et donc j'ai formé quelques collègues à cet usage. Et donc là, je trouve que c'est une application qui est vraiment sympa, auquel je ne m'attendais pas nécessairement. Et voilà, ce qui est un peu bluffant, c'est que parfois on cherche des trucs parfois très, très sophistiqués. Et là, au final, c'est, je dis pas ce que tu as fait pas sophistiqué, mais il y a beaucoup d'idées, quoi, voilà, de dire, même avec des choses, parce que l'Arduino que tu utilises, il est très simple, quoi. Ma première réflexion, c'était de dire pourquoi multiplexer alors qu'il y a des Arduino qui permettent d'avoir beaucoup plus d'entrées. Donc pourquoi
Et voilà, je trouve que d'avoir recherché ça pour avoir quelque chose qui soit vraiment adapté aux besoins et puis pas, voilà, très, très limité en besoins, je trouve que c'est assez astucieux. Est-ce que tu t'es éventuellement posé la question de partir sur des choses un peu plus connectées, ou est-ce que c'est pas des besoins que tu rencontres? Parce que il y a l'Arduino, mais il y a beaucoup d'autres Arduino qui sont créés, qui sont plus de la marque Arduino, mais qui peuvent se connecter avec du Wi-Fi, avec du Bluetooth, est-ce que c'est des pistes que tu as travaillé ou il y a peut-être pas besoin? Genre ESP32, les trucs comme ça, là? Ouais. Ouais, j'ai pas. En fait, comme j'ai dit au début, moi, c'est un peu une peine de bosser sur l'électronique. C'est vraiment, c'est pas du fun pour moi. Et une fois que j'ai terminé mon code et réussi à l'implanter dans un Arduino, qui est pour mon cas un Pro Micro, qui coûte 5 € a priori, je vais tellement me concentrer sur le design des machines, sur la fabrication des boîtiers, que j'ai vraiment laissé de côté l'électronique et le code, si bien que j'ai pas plus réfléchi que ça, plus développé le truc. Donc ça, c'est la première réponse qui est où est-ce que je dépense mon énergie sur ce projet-là, donc qui est plutôt le design d'objets. Et après, en termes de besoins, effectivement, je pense pas qu'il n'y a pas de besoin exprimé, fondamental là-dessus de la part des musiciens. En fait, parce que tu as surtout besoin, quand tu es musicien et que tu joues notamment en live, comme le cas de mon prochain client, là, qui d'ailleurs est un décathlonien, qui s'appelle Christian Gravier, il travaille à la trottinette, et il s'avère que le jour, c'est un ingénieur, le soir, il remplit des zéniths. Il n'y a pas longtemps, il a fait la première partie d'un groupe aux Zénith de Paris, ça c'est impressionnant. Et en fait, lui, ce qu'il a besoin, c'est de fiabilité, d'instantanéité, dans toutes circonstances. Donc, certes, les dernières technologies sans fil sont hyper fiables. En réalité, les musiciens, ils aiment bien avoir le bon gros câble qu'on branche et qui marche à tous les coups, en fait, et qu'on peut remplacer si jamais il y a un problème. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne compte pas faire ça. Même en fait, ne serait-ce que les interacteurs, hein, parce que je pourrais utiliser des lasers, les mouvements un peu de la main, mettre des bagues. Ça, je pourrais. Mais c'est un choix de rester sur les trucs hyper simples, parce que déjà, rien qu'avec ça, on peut faire une infinité de choses. Donc, je trouve ça toujours cool, en fait, de se limiter pour développer la créativité, en fait. Donc, voilà, quelques éléments de réponse là-dessus. Bah, top, Juste, je pousse un petit lien parce que c'est des gens qu'on a vus à la Maker Faire de Lille. Et, et voilà. Il les a vus, à mon avis. Il les a vus, Xavier, à mon avis. Je suis passé à la Maker Faire de Lille, mais je ne sais pas si j'ai vu ça. Attends. C'est une batterie connectée, enfin pas connectée, mais avec des Arduino et qui font de la musique automatique. Ah oui. C'était un fou furieux, lui. C'est un sacré bazar. Ouais, c'est un sacré bazar. Mais en tout cas, merci. Hein, il est 55. Moi, je me permets on va pouvoir arrêter là. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, merci beaucoup, Xav, pour ta présentation. Franchement, c'est canon ce que tu as fait. Et puis, effectivement, on voit le professionnalisme qui augmente petit à petit. Tes derniers boîtiers, là, ils sont carrément cool. Donc, merci à toi. Cool, mais pour en faire un job et les vendre, on n'a pas trop le choix, quoi. Parce que si je vends des bottes à chaussures, enfin, je vais pas aller loin, quoi. Ou alors je les vends vraiment pas cher. Et c'est pas un business model qui tient la route, quoi. Donc, il y a pas une obligation, en fait, de faire un truc propre, parce que. C'est clair. Sinon, ça. Non, on le voit. En tout cas, non, mais c'est sûr. En tout cas, bravo. Merci à toi. Merci de votre attention. Je vous ai poussé.